Mesdames et messieurs, bonjour. Chers internautes qui nous suivez en ligne, bonjour. Chers téléspectateurs, ce mercredi 29 avril 2026, un conseil des ministres est tenu de 11h à 14h au Palais de la Présidence de la République, ici même à Abidjan, sous la présidence de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. Les délibérations de ce Conseil ont porté sur 14 points constitués de 8 mesures générales, comprenant 2 projets de loi et 6 projets de décret, et 3 mesures individuelles et 3 communications. Je voudrais à présent, mesdames et messieurs, aborder avec vous les détails de ces points qui ont été abordés au cours de ce Conseil. Ainsi, comme je vous l'ai annoncé, nous avons adopté 2 projets de loi dans le cadre des mesures générales. Ainsi, au titre du ministère de l'Économie, des Finances et du Budget, le Conseil a adopté 2 projets de loi. Le premier projet de loi porte réglementation bancaire en République de Côte d'Ivoire. En cohérence avec la loi uniforme portant réglementation bancaire en vigueur au sein de l'Union monétaire ouest-africaine, donc l'UEMOA, ce projet intègre les mutations récentes intervenues dans l'environnement bancaire régional. Il traduit l'impact du développement des nouvelles technologies et prend en compte les enjeux de l'inclusion financière ainsi que ceux du financement des activités économiques. À cet effet, il introduit dans le champ bancaire national la finance islamique, de nouveaux acteurs tels que les entreprises de technologie financière, dont les fintech, ainsi que de nouvelles opérations comme celles relatives à la monnaie électronique qui ne sont pas couvertes par la législation actuelle. Le deuxième projet de loi porte réglementation de la microfinance en République de Côte d'Ivoire. Ce projet de loi vise à réformer profondément le dispositif actuel de microfinance en Côte d'Ivoire, en lien avec la loi uniforme portant réglementation des systèmes financiers décentralisés, SFD, de l'Union monétaire ouest-africaine. Il apporte des correctifs essentiels à la problématique de la gouvernance des institutions de microfinance, introduit des mécanismes nouveaux de gestion du risque de crédit et de contrôle interne, ainsi que de gestion du système d'information en vue de générer automatiquement des états financiers fiables et contenir la dégradation progressive de la qualité du portefeuille. Il renforce, en outre, le régime de protection des déposants et des utilisateurs de services financiers et prévoit des mesures de traitement efficaces et accélérées des institutions de microfinance en difficulté. Toujours dans le cadre de ces mesures générales, nous avons adopté 6 projets de décret au cours de ce Conseil. Ainsi, au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret porte sur la ratification de la Convention 176 de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, sur la sécurité et la santé dans les mines, adoptée le 22 juin 1995 à Genève, en Suisse. La ratification de cette convention permettra non seulement de renforcer la protection des travailleurs des mines dans tous les sites à ciel ouvert ou souterrain contre les risques d'accidents mortels, de lésions ou d'atteinte à la santé, mais également de préserver durablement la santé des populations et de sauvegarder l'environnement contre les impacts négatifs de l'exploitation minière industrielle, semi-industrielle et artisanale. Le deuxième décret adopté porte ratification de l'accord de coopération entre le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le gouvernement de la République italienne en matière de migration et de sécurité, signé
le 22 mars 2023 à Abidjan. Cet accord établit un cadre de coopération policière entre les deux pays en vue de développer des mécanismes avancés de prévention et de répression du terrorisme et de la criminalité organisée. Sa ratification permettra de renforcer les capacités opérationnelles et de promouvoir les intérêts stratégiques et diplomatiques de notre pays. Au titre du ministère de l'Économie, des Finances et du Budget, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant création, attribution, composition et fonctionnement de l'unité de surveillance du secteur des jeux de hasard en Côte d'Ivoire. Cette unité de surveillance du secteur des jeux de hasard en Côte d'Ivoire est un service technique créé en appui à l'action de l'autorité de régulation des jeux de hasard. Il est chargé de la surveillance, du contrôle et de la sécurisation des sites de jeux de hasard. Il est composé d'agents assermentés, des forces de sécurité publique et de l'autorité de régulation des jeux de hasard, dotés de larges pouvoirs d'investigation, de constatation et de répression des infractions en matière de jeux de hasard sur toute l'étendue du territoire. Au titre du ministère des Transports et des Affaires maritimes, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 3 décrets. Le premier décret modifie le décret du 23 octobre 2003 portant modification des taux de la redevance sur les passagers embarquant aux aéroports ouverts à la circulation aérienne publique. Le deuxième décret modifie le décret du 23 janvier 2008 portant réévaluation des taux de la redevance de sûreté sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique. Et le troisième décret, enfin, porte modification des articles 2 et 5 du décret du 17 janvier 2018 instituant une redevance de sécurité et fixant ses modalités de perception et de répartition. Ces différents décrets modificatifs concourent à harmoniser la politique d'optimisation de la compétitivité de la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire et des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique avec l'acte communautaire additionnel relatif à la politique commune en matière de redevances aéronautiques et de taxes sur le transport aérien dans les États membres de la CEDEAO adopté en décembre 2024. Conformément à cet acte communautaire, ces décrets portent réduction et uniformisation des taux de redevance aéronautique comprenant la redevance sur les passagers, la redevance de sûreté et la redevance de sécurité pour les vols de la zone intra-Côte d'Ivoire correspondant aux vols internes, les vols de la zone Afrique hors CEDEAO et les vols de la zone hors Afrique. Pour les vols de la zone CEDEAO, il est appliqué une réduction de 25% sur les taux de la redevance sur les passagers et de la redevance de sûreté. Je voudrais maintenant aborder avec vous les 3 mesures individuelles qui ont été adoptées au cours de ce Conseil. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil a adopté 2 décrets portant nomination de représentants permanents de la République de Côte d'Ivoire auprès d'institutions spécialisées des Nations Unies. Ainsi sont nommés M. Kofi Adjoumani, enseignant-chercheur, ancien directeur général des productions et de la sécurité alimentaire au ministère en charge de l'agriculture, en qualité de représentant permanent de la République de Côte d'Ivoire auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO.
le Fonds international de développement agricole, donc le FIDA, et le Programme alimentaire mondial, le PAM, avec résidence à Rome. Monsieur Oumar Ouattara, enseignant-chercheur, en qualité de représentant permanent adjoint de la République de Côte d'Ivoire auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, du Fonds international de développement agricole et du Programme alimentaire mondial avec résidence à Rome également. En outre, le Conseil a donné son agrément en vue de la nomination de M. Naobiala Nzenwa Chukwuemeka en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale du Nigeria près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abidjan. Je voudrais à présent vous faire l'exposé des 3 communications qui ont été adoptées au cours de ce Conseil. Au titre du ministère de l'Économie, des Finances et du Budget, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative au compte-rendu des réunions de printemps du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale tenu à Washington, aux États-Unis, du 13 au 18 avril 2026. Aux États-Unis d'Amérique, du 13 au 18 avril 2026. Une délégation conduite par le ministère de l'Économie, des Finances et du Budget, gouverneur du FMI pour la Côte d'Ivoire, a pris part aux réunions de printemps de 2026 tenues dans un contexte marqué par les incertitudes sur l'économie mondiale liées au conflit au Moyen-Orient. Il ressort de ces assises la nécessité de promouvoir la souplesse dans la conduite de la politique économique, de conserver des cadres macroéconomiques crédibles et de renforcer la coopération internationale afin de faire face aux chocs actuels et de prévenir les perturbations futures compte tenu de l'environnement mondial incertain. Relativement à notre pays, les performances économiques de la Côte d'Ivoire ont fait l'objet d'une attention particulière du FMI, du groupe de la Banque mondiale et de l'ensemble des acteurs bilatéraux et de ceux du secteur privé rencontrés. Les avancées dans la mise en œuvre du programme économique et financier, les succès en matière de gestion innovante de la dette, l'ambition du Programme national de développement 2026-2030 et la dynamique de promotion de l'investissement privé ont été fortement appréciées. À l'occasion de ces réunions, notre pays a concrétisé la signature de plusieurs accords importants. Il s'agit, entre autres, de la signature de l'accord de mise en œuvre du deuxième compact MCC, Millennium Challenge Corporation, la signature du pacte national pour l'eau dans le cadre de l'initiative Water for All et la conclusion du protocole d'accord avec l'entreprise américaine ABD Group pour un montant de 500 millions d'euros en faveur des secteurs de la santé, de l'hydraulique et de l'éducation. Au titre du ministère du portefeuille de l'État et des entreprises publiques, le Conseil a adopté une communication relative aux résultats provisoires des entreprises publiques à fin 2025 et aux perspectives 2026. Au 31 décembre 2025, ces entreprises enregistrent un chiffre d'affaires cumulé provisoire de 4 728,3 milliards de francs CFA, en hausse de 1,2% par rapport à l'exercice 2024. Ce niveau d'activité correspond à un taux de réalisation des objectifs budgétaires de 100,4%. Le résultat net cumulé ressort un excédent
de 240,3 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 112% par rapport à la prévision budgétaire de 213,6 milliards de francs CFA. Ce résultat est cependant en baisse de 1% par rapport à 2024, où il s'élevait à 242,8 milliards de francs CFA. Pour l'exercice 2026, le résultat net prévisionnel des entreprises publiques est projeté à 246,3 milliards de francs CFA en progression de 2% par rapport au résultat provisoire de 2025. Toutefois, l'exploitation des données budgétaires des exercices 2025 et 2026 laisse apparaître 11 entreprises présentant des fonds propres inférieurs à la moitié de leur capital social. Cette situation nécessite un besoin global de recapitalisation estimé à 39,07 milliards de francs CFA à fin 2025, dont 28,9 milliards de francs CFA à la charge de l'État proportionnellement à son niveau de participation. Au titre du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, le Conseil a adopté une communication relative aux résultats de l'indice d'égalité de genre de la CEDEAO et aux implications stratégiques pour le renforcement de l'action gouvernementale en Côte d'Ivoire. Le rapport de l'indice d'égalité 2024 de genre de la CEDEAO constitue le premier instrument régional de mesure synthétique des inégalités de genre dans l'espace communautaire ouest-africain. Il est élaboré à partir de 38 indicateurs agrégés en 6 domaines structurants, à savoir l'éducation, l'emploi et les revenus, l'accès aux ressources, la santé, la technologie, ainsi que le leadership et la prise de décision. L'indice retient comme valeur de référence le chiffre 1, qui correspond à la parité parfaite entre les hommes et les femmes, toute valeur inférieure traduisant une inégalité au détriment des femmes. Le rapport 2024 de l'indice d'égalité de genre de la CEDEAO consacre notre pays premier de l'espace communautaire en matière d'égalité de genre avec un score de 0,708, supérieur à la moyenne régionale qui est de 0,640. La Côte d'Ivoire se distingue très favorablement au niveau de l'éducation avec un score de 0,948 ainsi que de la technologie avec un score de 0,739. Le pays se situe à un niveau intermédiaire supérieur en santé avec un score de 0,889, en emploi et revenus avec un score de 0,737 et en accès aux ressources avec un score de 0,627. Le Conseil se félicite des résultats obtenus par notre pays qui attestent ainsi de la dynamique favorable de la réduction des inégalités de genre en Côte d'Ivoire. Aussi, le gouvernement entend poursuivre ses efforts pour réduire les inégalités résiduelles et consolider durablement les acquis enregistrés en vue de faire de notre pays une référence continentale de gouvernance inclusive. Nous n'avons pas eu de point de divers et ce dernier point de communication a mis fin donc à la réunion du Conseil de ce jour. Je me tiens à votre disposition pour toute éventuelle question que vous voudrez bien poser sur le Conseil ou éventuellement, si vous en aviez, sur l'actualité. Bonjour, Monsieur le Ministre. André Sémian, journaliste à Live TV. Vous avez parlé de la création de l'unité de surveillance des Jeux du hasard en Côte d'Ivoire.
Qu'est-ce qui a motivé la création de cette unité et c'est quoi son rôle concrètement? Qu'est-ce que ça va apporter? Merci. Merci. Ben, comme son nom l'indique, hein, c'est une unité de surveillance donc, du secteur des jeux de hasard. Vous devez savoir que il y a beaucoup de jeux de hasard qui ne sont pas légaux. Le concessionnaire principal des jeux de hasard, c'est la LONASI. C'est que la LONASI qui est autorisée donc, à organiser des jeux de hasard dans notre pays. Et il se trouve, et vous êtes tous témoins donc, de la société, qu'un peu partout avait commencé à proliférer donc, des jeux de hasard qui n'étaient pas autorisés, qui n'étaient pas légaux. Donc cette unité a pour mission sur l'étendue du territoire, justement, de mettre de l'ordre dans ce secteur en ne permettant qu'à ceux qui détiennent une concession de pouvoir donc organiser des jeux de hasard. Il y a eu des machines à sous qui ont commencé à être installées et qui ne dépendaient pas de la LONASI. Il y a eu d'autres, des jeux de loto, etc. Donc, tout ce qui n'est pas autorisé donc, sera poursuivi, traqué par cette unité qui, comme on l'a dit, a un pouvoir d'investigation et puis aussi un pouvoir de sanction. Monsieur Excellence, Kamalodini Tago de l'agence de presse Bloomberg. Excellence, vous avez parlé dans le déroulé que 11 entreprises ont aujourd'hui des revenus inférieurs à leur capital, si je vous ai bien suivi, et que ça demande à ce que l'État jette encore des capitaux dans ces entreprises. Est-ce qu'on peut savoir les raisons pour lesquelles ces entreprises sont dans ces situations? Et éventuellement, quand est-ce qu'on peut espérer, comment ça s'appelle, l'éjection encore de nouveaux flux d'argent au niveau de ces entreprises? Bon, les raisons sont dans le rapport, je ne vais pas reprendre tout l'exposé ici, mais c'est ce qui a été constaté, c'est que effectivement, comme vous l'avez relevé, donc on a 11 entreprises dont les fonds propres sont inférieurs, c'est ce que nous avons dit, sont inférieurs donc de moitié donc, au capital social de ces entreprises-là. Donc il est important de recapitaliser pour que ces fonds propres soient au moins égaux donc, au capital social de ces entreprises. Évidemment, donc, ça a été évalué, donc il faut mobiliser, on l'a dit, 39,7 milliards, dont 28 à la charge de l'État, proportionnellement à la participation de l'État. Vous savez, il y a des entreprises où l'État est unique actionnaire, il y en a où l'actionnaire est majoritaire, etc. Et ça veut dire qu'il y a d'autres partenaires aussi qui sont dans ces entreprises. Donc, à partir de ce moment, la recapitalisation va se faire donc, proportionnellement donc, à la participation de tous ceux qui sont, je dirais, au capital de ces entreprises-là. Donc, ce sont les actionnaires qui vont se rencontrer et puis dire quand ils peuvent recapitaliser. Évidemment, pour celles où l'État est actionnaire majoritaire, bon, c'est l'État qui prendra la décision. Mais ça va être une décision, je dirais, du ministre des Finances, du Budget en relation avec le ministre du portefeuille de l'État. Le constat a été fait, je ne peux pas vous dire quand la décision sera prise, mais le Conseil a donné son quitus pour que ces recapitalisations puissent se faire. La liste des entreprises est donnée donc, dans le décret, ça sera publié, c'est transparent, donc il n'y a vraiment aucun problème. On a des entreprises qui sont bénéficiaires, on a des entreprises qui ne sont pas bénéficiaires et on a des entreprises où donc, on a ce problème donc, de recapitalisation, pas parce que les résultats n'est pas positif, mais au constat, on s'est rendu compte que justement parce que peut-être qu'il y a eu beaucoup de résultats positifs, il est nécessaire de recapitaliser pour que donc, le capital social donc, soit au niveau donc, des engagements. C'est noté. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, Monsieur le ministre. Je reviens sur
Je me présente, Fulbert Yao de l'Info Express de l'agence de presse Anadolu. Monsieur le ministre, ma question est relative à la création d'une unité de surveillance du secteur du jeu de hasard. Nous savons qu'il y a déjà l'autorité de régulation du jeu de hasard créé une unité qui a aussi un pouvoir de contrôle et de sanction aussi. Est-ce qu'on n'est pas dans un cas de doublon pour la même chose sur le terrain? Du tout. Si vous avez bien suivi le compte rendu, cette unité-là, elle dépend justement de l'autorité des jeux de hasard. C'est ce que nous avons dit. Donc ce n'est pas un doublon, c'est une complémentarité. Il faut bien que cette autorité de régulation des jeux de hasard ait, je ne veux pas parler de bras séculiers, mais un service qui sera opérationnel. Donc l'autorité va faire donc la régulation, mais aller constater que sur le terrain, il y a des gens qui sont installés de façon frauduleuse, l'autorité avait besoin d'un service pour pouvoir le faire, et ce service-là, donc c'est cette unité de surveillance du secteur des jeux de hasard. Donc ce n'est pas un nouveau service, c'est un service qui dépend de l'autorité de régulation des jeux de hasard. Donc je reprends juste le paragraphe. Créé en appui à l'action de l'autorité de régulation des jeux de hasard, il est chargé de la surveillance. Donc il vient en appui, c'est de la complémentarité. Bonjour Monsieur le ministre, Balogun Adaman pour le baromètre. J'aimerais savoir, est-ce qu'on devrait voir normalement une baisse des prix des billets d'avion après cette annonce de réduction des redevances passagers et sécurité oui, au niveau des vols inter oui, CDAO. Puisque la réduction, pour pouvoir se mettre en conformité avec donc, le texte communautaire, cela revient à, pour notre pays en tout cas, une baisse de 25% sur les taux de redevance sur les passagers et la redevance sur la sûreté. Il va sans dire que ça devrait se ressentir sur les billets d'avion. On ne dit pas que les billets d'avion vont baisser de 25%. On dit que la redevance sur les passagers va baisser de 25% et la redevance sur la sûreté va baisser de 25%. Je ne peux pas vous dire quel sera le taux sur le billet, mais ça concerne uniquement ces redevances-là. Sur le Conseil? Non, bon, donc si on n'a plus de questions sur le Conseil, on peut passer aux questions d'actualité. Oui, je vous écoute. Bonsoir, Monsieur le ministre. Je suis Vénan Saka, journaliste pour le quotidien L'Inter. Monsieur le porte-parole du gouvernement, le Mali, pays voisin à la Côte d'Ivoire, a subi des attaques terroristes coordonnées samedi dernier entre le GENIM et le FLA. Ces attaques se sont soldées par plusieurs morts, dont celle du ministre malien de la Défense. Deux questions subsistent. La première, que dit la Côte d'Ivoire sur la situation qui prévaut actuellement au Mali voisin? La seconde, c'est quelles sont les mesures sécuritaires qui ont été prises pour la surveillance plus accrue au niveau de la frontière ivoiro-malienne? Merci, Monsieur le ministre. Merci. Vous savez que la Côte d'Ivoire appartient à des organisations, une organisation continentale, une organisation sous-régionale. Je veux parler de l'Union africaine et de la CEDEAO. Ces deux organisations ont fait des déclarations. La Côte d'Ivoire, s'inscrivant pleinement dans la multilatéralité, endosse ces déclarations qui ont été faites aussi bien par la CEDEAO, qui est notre organisation communautaire, que par l'UA, qui est donc l'organisation continentale. Nous unissons nos voix, aux voix de la CEDEAO et aux voix donc de l'Union africaine. En ce qui concerne la sécurisation de nos frontières, vous devez savoir que
depuis que nos voisins sont en prise avec donc, les questions de terrorisme. La Côte d'Ivoire, qui a connu sur son sol quelques attaques, a pris des dispositions pour pouvoir sécuriser ses frontières. Ces dispositions-là demeurent. De façon spécifique, c'est des questions militaires, je ne peux pas vous dire ce qui a été décidé dans le cas d'espèces, mais ce dont je peux vous assurer, c'est que le dispositif qui est là est déjà suffisamment vigoureux et donc nos frontières, en tout cas, sont protégées. Bonjour, Monsieur le Ministre. Binta Diane de RFI. Je viens donc compléter la question de mon confrère. Dans un entretien à l'AFP ce matin, le porte-parole du Front de libération de l'Azawad a affirmé, je le cite, « Le régime va tomber tôt ou tard et que l'offensive par ailleurs du FLA va se poursuivre ». Alors de votre côté, ma question est la suivante. Quelles mesures envisagez-vous pour soutenir les autorités maliennes afin qu'elles ne sombrent pas ? Autre question, quelle est aujourd'hui la situation au niveau de la frontière avec le Mali ? Est-ce que vous attendez à de nouveaux afflux de réfugiés maliens ? Merci beaucoup. Pour soutenir quelqu'un, il faudrait déjà qu'il en fasse la demande. Vous vous souvenez, lorsque cette crise a éclaté en 2012, le président Ouattara était à l'époque donc en président donc à la tête de notre organisation sous-régionale, et il y a eu ici même en Côte d'Ivoire donc une réunion où la CEDEAO donc devait venir en aide justement à notre voisin le Mali. Donc nous sommes dans la même disposition. La CEDEAO, dans le cadre de la sécurité globale de la sous-région, a prévu une force donc en attente. Donc il ne s'agira pas uniquement de la Côte d'Ivoire, il s'agira donc d'un effort collectif donc de la CEDEAO pour pouvoir donc venir en aide à un pays qui se retrouve dans le même espace que notre organisation sous-régionale, si tant il est encore que ce pays en faisait la demande. Donc voilà ce que je peux vous répondre en ce qui concerne cette question. Est-ce que nous attendons à des afflux de réfugiés ? Oui, avec tous les réfugiés que nous avons déjà eus. Donc c'est clair que nous nous attendons si la situation se dégradait davantage. Nous avons déjà pris beaucoup de mesures sociales pour pouvoir donc recevoir et encadrer les réfugiés qui sont déjà sur notre sol. Si jamais la situation devait donc s'aggraver, eh bien, nous allons aviser, mais je veux dire que nous avons cette tradition de terre d'accueil et nous savons en tout cas nous organiser aujourd'hui pour recevoir tous nos frères qui sont en difficulté dans les pays voisins et qui, pour des raisons de sécurité, viennent chercher refuge donc, sur notre sol. Bonjour, Monsieur le Ministre. Je suis Désiré Canon, correspondant de la télévision internationale de la Chine. Monsieur le Ministre, nous avons des questions à deux volets. Le premier volet concerne le tarif zéro de la Chine qui va entrer en vigueur dès le 1er mai. Et la deuxième question concerne la suppression des droits de douane par la Côte d'Ivoire en faveur du Mali et du Burkina Faso. Alors, concernant la suppression des visas de douane par la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a mis fin le 11 avril aux visas douaniers avec le Mali et le Burkina Faso. Quel est le but visé par cette initiative? Ça, c'est la première question. La deuxième, concernant toujours ce volet, alors quelles mesures ont-elles été prises ou mises sur pied par les autorités ivoiriennes afin de faciliter réellement le transport des marchandises entre la Côte d'Ivoire et ces deux pays, afin d'éviter les tracasseries, les problèmes routiers, et puis cela aussi pour permettre la fluidité du transit régional. La troisième question, non, ça c'est la dernière, hein? Excusez-moi. Forcément, cette mesure va forcément
permettre l'intégration sous-régionale. Mais la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'elle gagne? Quel est l'impact attendu? Comment la Côte d'Ivoire prévoit-elle de bénéficier de cette suppression du visa douanier? Ça, c'est le premier volet. Bon, allez-y avec la deuxième question en même temps. J'ai compris que tout ça, c'était le même sujet. Non. La deuxième question concerne le tarif zéro de la Chine qui accorde à 53 pays africains de pouvoir exporter des produits sans tarif douanier. À ce niveau, nous avons deux questions. La première question, s'il vous plaît. En tant que ministre, porte-parole, comment accueillez-vous le tarif zéro initié par la Chine qui permet à 53 pays africains de pouvoir désormais importer leurs produits sans aucun tarif, sans aucun frais? Et la deuxième question et la dernière à ce titre-là, quel impact, Monsieur le ministre, pensez-vous le tarif zéro initié par la Chine en faveur des pays africains peut-il avoir sur l'économie ivoirienne? Merci, Monsieur le ministre. Merci bien. Bon, pour la première question, vous avez un peu répondu vous-même. Hein. Il s'agit donc de faciliter, donc, je dirais, le commerce entre nos deux pays. Ce visa, il faut déjà savoir pourquoi il avait été introduit. C'était pour avoir de la traçabilité et d'une certaine façon pouvoir compiler plus facilement les statistiques concernant donc le trafic commercial entre nos deux pays. Aujourd'hui, avec l'évolution des technologies, des systèmes intégrés de gestion ont été mis en place entre nos pays. Donc tout se fait aujourd'hui de façon électronique. Nous n'avons plus besoin de ce visa-là. Et puisque de façon électronique, donc la traçabilité est assurée, la transparence est assurée, on a un meilleur suivi donc des transactions entre nos pays. Donc il n'y avait pas raison à maintenir donc ce visa qui, d'une certaine façon, pouvait créer donc de l'engorgement et pour créer quelques tracasseries. Aujourd'hui, tout est géré donc de façon électronique. Il n'y avait pas de raison de maintenir ce visa. Mais les avantages, vous l'avez dit, c'est plus de fluidité. Donc dans le transport, c'est moins de tracasseries et puis c'est beaucoup plus de transparence et une gestion, je dirais, beaucoup plus facile donc des statistiques et des données qui concernent donc les transactions qu'il peut avoir donc entre nos deux pays. Je dirais en nos trois pays puisqu'il s'agit ici du Burkina, du Mali et de la Côte d'Ivoire. Pour la seconde question que vous avez posée en ce qui concerne donc le tarif zéro donc, que la Chine a décidé d'appliquer donc, aux pays africains, mais inévitablement c'est une bonne nouvelle de pouvoir permettre donc, à nos pays d'exporter vers la Chine donc, leurs produits. Quels pourraient être les avantages? C'est un peu difficile à dire parce qu'aujourd'hui, avec la Chine, nous avons une balance commerciale qui est déficitaire. Donc, il va sans dire qu'il faut que nos opérateurs aient beaucoup plus de produits à exporter vers la Chine pour que nous puissions donc tirer le maximum de profit donc, de cette mesure que la Chine vient de prendre. Pour le moment, quand on regarde, on exporte plutôt du minerai, notamment du manganèse vers la Chine. En termes de production agricole, on n'en a pas beaucoup, peut-être l'EVA qu'on exporte vers la Chine, donc ce qui permet de fabriquer donc, le latex, les pneus, etc. Tout ça. Peut-être que si les Chinois décidaient d'acheter notre cacao, on pourrait applaudir des quatre mains. Yapi Koulibaly, je parle pour le quotidien Le Jour Plus. Monsieur le ministre, la bourse scolaire, vous vous en souvenez certainement. Certains de mes confrères ici ont eu la chance d'en bénéficier. Pour moi, ma part, je n'ai pas eu ce mérite. Mais comme on le dit, tout ce que Dieu fait est bon. Cependant, permettez-moi d'attirer votre attention sur un point essentiel.
Cette bourse est fixée à 36 000 francs depuis Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes en 2026 avec un budget de l'État dépassant les 1000 milliards de francs CFA et un discours récurrent sur le partage des fruits de la croissance. Dans ce contexte, une question s'impose. Le gouvernement envisage-t-il de revaloriser cette bourse dont le montant paraît aujourd'hui dérisoire face aux réalités économiques? Merci. Merci. Ben, vous savez, quand vous prenez un pays et que vous voulez l'analyser, je dirais, par les petits bouts de chaque fenêtre, vous ne pouvez pas apprécier tous les efforts qui sont faits. Il faut mettre tous les efforts qui sont faits en termes d'accompagnement social dans un cadre global. En termes d'accompagnement social, nous avons le PS-Gouv qui fait beaucoup de choses en termes de solidarité envers les populations. Dans le cadre de ce PS-Gouv, nous avons les filets socioproductifs qui accompagnent les familles démunies. Nous avons la popote qui est distribuée aussi à certaines familles, mais on va plus loin. N'oubliez pas que l'État, de plus en plus, prend en charge des enfants qui sont affectés dans des établissements privés, puisqu'il y a une subvention de l'État qui est accordée à ces enfants qui sont dans des établissements privés et que le secteur public ne peut pas résorber dans son entièreté. Vous ajoutez à cela le nombre de bourses à l'étranger qui a décuplé sous le président Ouattara, avec de plus en plus d'enfants qui bénéficient donc de bourses vers l'étranger. Je voudrais rappeler que ces bourses-là, en général, il y avait deux critères. C'est le critère du mérite et puis le critère des conditions sociales. C'est ce qui permettait donc de faire bénéficier à certains enfants ces bourses-là. Mais quand on regarde tous les efforts qui sont faits, d'une façon ou d'une autre, ils peuvent se retrouver. Si vous avez un enfant qui est d'une famille modeste et dont la famille bénéficie de la bourse ou des filets sociaux, je veux dire, ou encore de la popote, mais d'une certaine façon, cet enfant est pris en charge. S'il est affecté dans un établissement privé subventionné par l'État, il bénéficie d'une certaine façon de cette bourse. Mais je note que vous avez plutôt voulu appeler l'attention du gouvernement. Je pense que Monsieur le ministre de l'Éducation nationale a bien entendu votre question et que Monsieur le ministre des Finances et du Budget l'a aussi entendu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément de choses qui sont faites aujourd'hui pour accompagner socialement les Ivoiriens. Dans tous les différents domaines. Il faut prendre tout cela dans son entièreté et vous pouvez y ajouter la revalorisation des salaires, l'augmentation du SMIC qui a connu 2 augmentations successives depuis que le président Ouattara est au pouvoir, l'augmentation des salaires des fonctionnaires, le déblocage des salaires des fonctionnaires. Donc quand vous prenez tout ça avec cette amélioration globale de la vie, vous pouvez être certain que ces enfants-là bénéficient d'une façon ou d'une autre de l'assistance de l'État. Voilà ce que je peux vous dire. Bonjour Monsieur le ministre, je suis Jean-Mélène Biti de Radio de la Paix. Monsieur le ministre, il y a quelques semaines, vous aviez annoncé des mesures prises par le gouvernement en vue de juguler le problème de l'électricité. Vous aviez aussi dit que c'était dû à la sécheresse, au climat, et que le gouvernement aussi avait mis des moyens pour pouvoir aider la compagnie ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire Énergie à pouvoir réguler ce problème-là. Mais la SODESTAM a annoncé récemment la saison des pluies et depuis lors, les coupures intempestives continuent et dans le grand désarroi des populations. Alors à ce jour, est-ce qu'on peut nous donner une idée de ce que le gouvernement a réellement fait pour que ce problème-là soit résolu? Je ne peux pas là
vous dit tout ce que le gouvernement a fait, mais ce dont je suis sûr, c'est que même si les coupures continuent, je ne suis pas sûr qu'elles soient intempestives encore. Il y a une nette amélioration parce que, bon, fort heureusement, on habite dans des quartiers, on a des parents qui habitent dans des quartiers, donc chacun de nous est témoin de ce qui se passe donc dans le pays et la situation s'est fortement améliorée. On n'avait pas parlé de sécheresse, on avait parlé de période de chaleur qui fait que la demande en énergie augmente et cette demande en énergie augmentant, toutes les infrastructures de transport et de distribution de l'énergie électrique ne supportaient pas cette demande. Chacun de nous ici a pu être témoin de transfos qui prenaient feu, c'était dû à cette surcharge, ou alors de câbles donc, qui se coupaient uniquement à cause de cette forte demande. Nous sortons de la période de forte chaleur, donc le problème est en train de se réguler de lui-même parce que la demande en énergie va baisser. Mais le gouvernement n'a pas attendu cela. J'ai annoncé qu'un programme d'urgence est en train d'être mis en œuvre pour pouvoir, de façon urgente, je dirais, renouveler les infrastructures de transport dans les endroits où elles étaient les plus fragiles. Infrastructures de transport d'énergie électrique, je veux dire. Mais ça ne se fait pas en une semaine. Aller creuser sous terre pour remplacer un câble par un autre, donc accepter de nous donner le temps que ces travaux-là s'achèvent. Ils sont en cours, ils s'achèveront, et une fois qu'ils seront achevés, le problème sera réglé, je dirais, de façon structurelle. Mais déjà, aujourd'hui, il y a une nette amélioration. Je ne dis pas qu'il n'y a plus de coupures. Il y a coupures, mais il y en a moins. Et c'est moins répandu, c'est moins, je dirais, étendu que ça l'était au moment où nous étions dans la période de forte chaleur. Bon, il y a une dernière question. Bon. Ah, il y en a deux même. Bon, ok, allons-y. Non, il n'y a pas de problème. Je répondrai, je vous rassure, je répondrai à toutes vos questions. Oui. Merci, Monsieur le ministre. Cyprien Kwasi pour Abidjan.net. Merci d'avoir accepté que je puisse poser ma question. Alors, Monsieur le ministre, quelle est la réaction du gouvernement ivoirien à la plainte déposée le vendredi par Reporters sans frontières contre la Côte d'Ivoire et le Bénin pour leur rôle respectif dans la détention d'un journaliste béninois? Je vais parler d'eux comme Lance Soukwe, qui avait été arrêté à Abidjan en juillet 2025 et extradé à Cotonou alors qu'il participait sous invitation de la Côte d'Ivoire à une cérémonie à Abidjan, et aussi qu'il avait aussi le statut de réfugié togolais. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Oui. Bien, nous n'avons aucune réaction parce que pour le moment, ce n'est pas voie de presse que nous avons appris qu'il y avait une plainte qui avait été déposée donc, contre la Côte d'Ivoire. Vous connaissez ma réponse pour tout ce qui concerne les procédures judiciaires. Une fois qu'une procédure est judiciarisée, bien, je la laisse dans la main de la justice. Lorsque le gouvernement sera saisi, bien, à partir de ce moment, nous aurons une réaction officielle. Mais si je me souviens, lorsque cet événement est arrivé, malheureusement, nous avions dit ici qu'au moment où M. Komlan était arrêté, personne n'avait connaissance de son statut de réfugié. Merci, Monsieur le ministre, pour la question. Je me représente Fulbert Yao de l'Info Express et de l'agence de presse Anadolu. Monsieur le ministre, je reviens sur le Mali. Est-ce qu'il y a des Ivoiriens parmi les victimes? Parce que jusque-là, on entend qu'il y a des tueries, mais est-ce que parmi toutes ces victimes-là, il y a des Ivoiriens qui ont pu être identifiés? Monsieur le ministre, dans le cadre de l'aide au Mali, vous parlez de collectif avec la CEDEAO, mais individuellement, la Côte d'Ivoire a pris de manière individuelle. Est-ce qu'il y a une coopération ou bien vous envisagez une certaine coopération pour aider le Mali à lutter contre le terrorisme? Et puis, la toute dernière question, le 1er mai sera célébré. Il y a des organisations qui estiment qu'elles sont des centrales, mais
qu'elles ne sont jamais passées à la primature. Est-ce que cette année, les donnes vont changer? Merci. Bon, pour la dernière question, c'est la primature qu'il faut poser la question. Vous savez, le porte-parole du gouvernement, malheureusement, n'a pas de boule de cristal, donc je ne peux pas vous répondre pour cette dernière question. Alors, vous revenez sur la question de la coopération avec le Mali, mais pour coopérer, il faut être au moins 2. Nous restons un pays ouvert. La preuve, le commerce se fait toujours entre nos 2 pays. Pour l'autre question, est-ce qu'il y a des Ivoiriens parmi les victimes? S'il y en a, ça devrait être des victimes collatérales, mais à ce jour, nous n'avons eu aucun message du ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale faisant cas de victimes éventuelles ivoiriennes qui auraient eu au cours de ces affrontements-là. Déjà, je serais très surpris qu'on ait des Ivoiriens à Kidal ou à Gao ou à Sévaré. Peut-être à Bamako. Dans ces conditions, ça pourrait être des victimes collatérales, mais nous n'avons aucun état actuellement de présence de victimes ivoiriennes dans les violences que le Mali a connues ces derniers jours. C'est bien, il n'y a plus de questions. Je vous remercie, je vous souhaite un bon appétit.